on arrivait à vous. Et c'est là que Virginie prend le relais parce que c'est elle qui a été la première personne qui a essayé de rentrer en contact avec vous. Comment faire une rencontre avec une personne qui était déportée et qui puisse faire un témoignage au niveau des jobs, parce que c'est des moments importants qu'on doit perpétuer. Vous l'avez dit, on était ensemble tout à l'heure, que c'est un devoir qu'on doit de dire les messages qui se passent aujourd'hui. Virginie, je te laisse la parole. Alors, bonjour Mme Kolinka. Donc, moi, je suis Virginie. Donc, je suis élue avec Pascal. Et en fait, pour être honnête, voilà, j'étais dans une gare, dans un hall de gare, et je me suis trouvée face à votre livre, Retour de Birkenau. Et c'est votre nom, en fait, qui m'a interpellée. Alors, pour être honnête, par rapport à votre fils, en tant que fan de téléphone. Donc, voilà. Et du coup, voilà, j'ai découvert votre histoire. Je m'y suis intéressée, j'ai été curieuse, je suis allée plus loin dans mes recherches et j'ai vu en fait que vous alliez faire des conférences dans les établissements scolaires. Et du coup, la première fois que je vous ai appelé, c'était pour vous faire venir dans le Maine-et-Loire. Et voilà, comme maintenant ce n'est plus possible pour vous, vous m'avez proposé de me déplacer, enfin de nous déplacer à Paris, ici aux Invalides. Donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est pourquoi on en est arrivé là et nous sommes très heureux d'être là et d'emmener nos jeunes avec nous. Et c'est à eux maintenant c'est eux qui vont maintenant vous poser des questions. Et, l'échange va se faire entre vous et entre eux et la transmission va se faire comme ça. Voilà. Je suis doublement ému, moi aussi, que tout ce travail que vous avez fait pour m'écouter. M'écouter, c'est pas spécialement m'écouter, c'est écouter tous mes camarades survivants. Il y en a très peu, mais il y en a pas tout petit peu. Et tous ceux qui sont décédés, malheureusement, dans les camps. On pense pas à la mort. J'ai jamais pensé à la mort. Mais je pensais pas au retour. Peu avant la libération du camp, comment les Allemands réagissent-ils avec vous? Alors, moi, quand les Alliés se sont approchés, j'étais à Bergen-Belsen. Et les nazis nous ont embarqués en train et j'ai été échoué à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. Seulement, quand je suis arrivé à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, j'étais très, 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 très mal. Et quand on nous interrogeait, et quand j'avais du mal à marcher, j'ai entendu vaguement le mot typhus. Ça veut dire que quand je suis arrivé, j'étais malade. Alors c'était la libération des camps, c'était au mois de mai, le 8 mai. Et moi, j'ai été soigné pendant un mois à l'hôpital en Tchécoslovaquie. Et donc, je suis rentrée au mois de juin. Quelles étaient vos rations dans les camps? Quelles étaient vos rations de nourriture dans les camps? Je n'avais pas parlé de ça. Non. Alors, tu vois, un pain de mie, c'est grand comme ça. Ça fait 5 rations. Ça fait qu'on avait une grosse tranche de pain de cette épaisseur-là, l'épaisseur de la table. Et c'était des pains de mie, c'est comme des pains, un pain comme ça, mais à des carrés. Et ben, le pain d'Allemagne était comme ça. Alors, le pain allemand, il est noir, mais il est très bon. Mais nous, leur pain, il était fait avec plus de paille peut-être que de farine. En attendant, ce pain, on l'attendait avec vraiment beaucoup d'espoir. Alors, c'était le matin, on nous distribuait cette tranche de pain, et sur cette tranche de pain, le matin, on avait, je dis des bêtises, hein, parce que nous, c'était le soir qu'on nous donnait cette nourriture. Le matin, on avait juste un verre de la moitié, voilà. Comme le premier rebord que vous voyez là, c'était une espèce de liquide noirâtre qu'on appelait café. Et puis, on partait au travail. À midi, 1h, je ne me souviens plus. Là, il y avait la capote qui distribuait la soupe.
La soupe, c'était encore l'eau parce que la capo gardait tous les fonds de tenue pour elle. Il y a d'autres questions. Oui. Parce que Y a-t-il des personnes qui ont tenté de fuir le camp, si vous savez? J'ai vu l'histoire de Mala. Mala était une Italienne très, très polyglotte. Vous savez que quand on arrivait, on venait juste d'arriver, est-ce qu'il y a des personnes qui parlent le français, qui parlent l'anglais, qui parlent l'italien, qui parlent l'allemand, qui parlent... Elle levait toujours la main. Elle était très érudite, elle était très belle comme jeune femme. Elle a intéressé les organisateurs allemands et elle servait d'interprète. Auschwitz, il y avait des usines, et bien quand il y avait des acheteurs, elle s'est fait d'interprète. En servant d'interprète comme ça, elle a fait connaissance d'un prisonnier polonais. Ils se sont embourrachés l'un de l'autre, et comme le prisonnier polonais était résistant, il avait des copains à l'extérieur, ils ont réussi à lui faire mettre à lui un costume d'officier, et elle est sortie par la porte principale avec un bidet ou un lavabo qu'elle portait sur la tête. C'était un officier qui emmenait un plombier travailler chez lui. Parce qu'il y avait des familles d'officiers autour du camp de Birkenau. Et quand ils avaient besoin d'un plombier, à n'importe quel métier manuel, eh bien, ils cherchaient dans les déportés s'il y avait quelqu'un. Alors, c'était intéressant d'aller travailler pour eux parce qu'ils donnaient des cigarettes. Et la cigarette dans le camp, c'était quelque chose de 1 million, vous voyez. Quel était votre sentiment quand vous avez su que vous étiez libre? Moi, je n'ai pas réalisé, mais la seule chose que j'ai pensé, c'est mon numéro. La guerre est finie, je veux effacer mon numéro pour pas qu'il y ait aucun rien qui me rappelle cette période. Mais par contre, j'étais pas assez courageuse pour aller. Moi, je pensais, comme j'étais très, très malade, que j'étais très, très mal, puisque tu es très, très mal, certainement qu'on a besoin d'être opéré. Et je me voyais demander au chirurgien, pendant que je suis endormie, enlever mon numéro. C'est pas parce que je voulais pas montrer que j'avais été déportée, c'est parce que je voulais plus aucune preuve qui me rappelle cette période-là. Je n'ai jamais été opérée, j'ai toujours caché pendant des années un numéro, avec un pansement, avec les manches quand il fait l'hiver, toujours, mon numéro était caché. Et un jour, j'avais fait les marchés. Un jour, je rends la monnaie à une cliente. Elle aperçoit les premiers chiffres ou les derniers chiffres de mon numéro. Elle avait tellement peur d'oublier son numéro de téléphone qu'elle l'a tatoué sur son bras. J'ai été révoltée d'entendre ça. Moi, je pensais que tout le monde était au courant de cette période. Et je sais que maintenant, même maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas au courant. En tout cas, cette femme-là, elle me charrie en disant que c'était mon numéro de téléphone. À partir de ce moment-là, j'ai toujours dénudé mon bras comme c'était l'idée, bien naturellement. Eh bien, jamais, même encore maintenant, jamais quelqu'un m'a dit, quand j'étais dans le métro, à tel et madame, je vois que vous avez un numéro, vous avez été dans les camps. Personne ne
C'est pour ça que je dis, pas tout le monde ne se rappelle qu'il y a eu cette période. Et justement, c'est vous, en écoutant, j'espère que vous allez servir bon, de mémoire à vos camarades. Est-ce que comment s'est passée la traversée de Birkenau à l'autre camp Eh bien, on était dans les wagons, toujours pareil, dans les wagons à Pistio. Mais par contre, il y en a qui ont fait la marche de la mort. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Et quand moi, j'ai quitté Birkenau en novembre 1944 pour arriver à Bergen-Belsen en novembre aussi. Et Bergen-Belsen, c'était un camp de concentration. C'était pas du tout comme Birkenau. La seule chose qui ressemblait à Birkenau, c'est la nourriture. Et sinon, il y avait plus de capot, il y avait plus de travail. Vraiment, on se promenait dans le camp de quel nom j'ai dit Bergen-Belsen. Il faut me suivre parce que quelquefois j'ai des trous. Je ne pas rappelé. Ouais, à Bergen-Belsen, c'était vraiment la liberté. Et la liberté, bon, il y avait quand même des barrières. À Birkenau, pour pas qu'on se sauve, il y avait on était entouré de murs de barbelés. Ces murs de barbelés étaient électrifiés et tous les 20 mètres, 25 mètres, vous aviez des miradors. Et les miradors, vous aviez des sentinelles qui surveillaient pour pas qu'on sorte. Et tous les 100 mètres, eh bien, vous avez d'autres miradors où les soldats étaient en hauteur. Peut-être que maintenant, c'est l'heure du départ. Je ne sais pas où vous en étiez, mais pas de... Il n'y a pas d'obligation. C'est Voilà. comment vous vous sentez. Ah non, mais non, moi, je me sens très bien. Seulement, il y a l'heure de... Alors, du train. Oui, ça va. Je voudrais voir un peu. Mais combien vous avez encore de questions à poser? Il y en a encore quelques-unes. Il y a peut-être des questions sur le retour, justement. Vous avez commencé à en parler. Alors, comment je Vas-y. suis revenu? Vas-y, ouais. Je suis rentré, je suis à Bergen-Belsen. Non, je suis à... Oh, ça m'énerve de perdre la tête, tout ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un qui se rappelle? À Bergen-Belsen? Non? Non, Non? le dernier. Ensuite, c'est transformé. Ah oui, en Tchécoslovaquie. J'ai perdu le nom, c'est ça? Ouais, ben, c'est Ouais, ça. voilà. Bon, J'ai perdu le nom aussi. Bon, je suis dans ce camp. Je suis. Moi, quand j'ai appris, j'étais dans ce camp-là. Je m'étais dit que si je devais me faire opérer, on enlèverait mon numéro. Je ne me suis pas fait opérer et par contre, j'ai été hospitalisé. On m'a gardé pendant à peu près un mois. Je ne sais pas du tout ce qu'on m'a fait, mais j'étais avec une autre Française et on a appris, je ne sais pas comment, qu'un camion était là pour rapatrier les Françaises. On s'est retrouvés toutes les deux dans ce camion. Est-ce qu'il y avait d'autres Françaises qui n'avaient pas? Je n'en sais rien. En tous les cas, il y avait beaucoup de déportés parce qu'on était très serrés. On s'est arrêté pour passer la nuit dans un château. Et le lendemain matin, on a retrouvé notre camion qui nous a emmenés à l'aéroport de Tilsen, en Tchécoslovaquie. Et là, j'ai pris l'avion. J'ai fait le baptême de l'air, mais jamais, vraiment, je m'en suis jamais rendu compte. On s'est arrêté à Lyon. À Lyon, il y avait un centre d'accueil. Celles qui étaient bien portantes, on leur amenait de l'argent, des friandises. Avec l'argent, elles allaient en ville acheter ce qu'elles avaient envie. Moi et quelques d'autres, on était tellement mal qu'on attendait d'aller dans un lit d'hôpital à Lyon. Je suis donc assise dans ce centre d'accueil à attendre qu'on m'emmène à l'hôpital. Les gens passaient avec des photos. Il y a une dame qui passe
Elle avait des photos en main ou elle avait quelque chose à la main. Elle passe et elle s'arrête devant moi. Ben, t'es une fille Charkaski, toi. Ah oui, j'étais une fille Charkaski. Elle m'avait reconnue. Et c'est elle qui m'a annoncé que maman et mes sœurs n'avaient pas été déportées et qu'elles avaient récupéré l'appartement que nous avions à Paris. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé ma mère et mes sœurs. Alors, normalement, elles auraient dû venir me rechercher au centre d'accueil qui était dans un hôtel de luxe, hôtel Lutetia. Et je ne les voyais pas venir. J'ai pas eu la patience de les attendre. Il y avait des autobus qui nous emmenaient dans le quartier où nous allions. J'ai été dans mon quartier. Je suis arrivé à côté de la station. À l'époque, c'était Angoulême. Et maintenant, c'est Jean-Pierre Tabou. L'autobus s'arrête. Je reconnais la rue. Je descends la rue. Je retrouve l'immeuble où nous étions. À l'époque, ça serait maintenant, je ne pourrais pas rentrer. Les portes cochères sont fermées, il faut des codes pour rentrer dans la cour. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de code. Les portes cochères étaient ouvertes du matin jusqu'au soir. Et je suis rentré dans la cour. Il y a la concierge, c'est celle qui était là il y a 3 ans, quand on est parti de l'appartement. Elle croit me reconnaître. Ah, Gilbert! Mais non, c'était pas Gilbert. Gilbert, on l'a basé. Gilbert, il est mort. C'était Ginette. Seulement Ginette, on lui avait rasé les cheveux. Ginette, je ne sais pas, je crois que c'est à Lyon. On m'avait mis une veste de soldat. Donc, et j'étais pas en jupe et je devais avoir des bas ou un pantalon. Les pantalons, ça n'existait pas. Et peut-être que j'avais un pantalon ou un collant, je sais pas. En attendant, elle me prend pour Gilbert. Ben non, je suis pas Gilbert, je suis Ginette. Alors, elle me dit, ta mère t'attend. Je monte les escaliers, je sonne, c'est ma mère qui ouvre, je suis dans ses bras. Est-ce que on peut? J'ai jamais trouvé de réponse. Je ne crois pas. Je ne crois pas que moi, je sais que je sais plus pleurer. Et maman, est-ce qu'elle a pleuré? Maman, à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Maman ne lisait pas les journaux. Il y avait qu'au cinéma qu'on voyait qu'il y avait des déportés qui rentraient. Mais maman n'allait pas au cinéma, donc elle ne savait pas comment on était. Elle voit arriver quelqu'un devant elle qui n'a plus de cheveux, qui est mal habillé, qui est très, très, très maigre. Je suis dans ses bras, elle n'est pas sûre de me reconnaître. Hein. Mais c'est moi qui me dis, je suis Ginette. Et vous savez, j'ai été très, très dure. Et j'ai toujours dit au revoir, parce que quand ma mère, à la fin qu'on s'était bien embrassé, elle m'emmène me reposer sur le canapé. Demain, on va me donner des nouvelles de papa et Gilbert. Mais on ne peut pas lui donner des nouvelles de papa et Gilbert. Ils ont été gazés tout de suite. Ils sont morts tout de suite. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme nouvelles? Des fausses nouvelles. On les a vues quand on était dans l'autobus. On les a vues quand on est arrivé à Drancy. D'accord, tout ça. Et après, ils étaient dans les chambres à gaz. On ne les a pas vus mourir. On ne les a pas vus sortir vivants. Donc, qu'est-ce qu'elles vont donner comme nouvelles? Et moi, je dis à un moment, mais nous, on t'aura jamais de nouvelles de papa et Gilbert. On les a gazés, on a brûlé leur corps. Comment que j'ai pu répondre aussi froidement, des choses comme ça, à une maman? Je suis comme ça maintenant. Je ne sais plus ce que c'est que m'apitoyer sur quoi que ce soit. Oui, vas-y, tu as des questions alors, sur l'après, hein, je pense. Comment avez-vous fait pour rester dans l'immeuble de celui de votre enfance?
Comment? Comment avez-vous fait pour rester dans le même immeuble que celui de votre enfance? Eh bien, parce que ça, c'est une bonne question. Tous les Juifs qui étaient arrêtés ou pas arrêtés, mais qui avaient quitté leur appartement, le propriétaire le louait à quelqu'un. Notre appartement a été loué à des personnes qui en avaient fait un bureau d'embauche pour envoyer les jeunes travailler en Allemagne. On les appelait les ST. Donc, quand mes sœurs, quand Paris a été libéré, et bien mes sœurs qui étaient en dehors de Paris sont revenues pour voir ce qui se passait dans l'appartement, puisque Paris était libéré. Quand la concierge les a vus, non, non, vous ne pouvez pas récupérer votre appartement, il est occupé. Bon, il est occupé, on ne sait pas, on n'était pas propriétaire, hein, alors on fait demi-tour. Mais il est occupé, mais il est occupé par des collaborateurs. Et du coup, mes sœurs, c'est pas très joli d'ailleurs, eh bien, elles ont été dénoncées au préfecture qui était place de la République. Et elles ont pu récupérer l'appartement. Ça fait que quand moi je suis arrivée, j'ai retrouvé l'appartement que nous avions quand on était à Paris. On a été arrêtés à Lyon et on habitait avant à Paris, à la République. Des questions sur là-bas, vas-y. Avez-vous eu du mal à reprendre vos habitudes? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai eu la chance de retrouver mes sœurs. C'était des jeunes filles, elles pensaient qu'à rire, à danser. Elles ont été privées pendant toute la guerre de liberté. On était juifs, on avait le droit de rien faire. Maintenant, ça y est, tout ça c'est fini. Eh bien, elles ne pensaient qu'à s'amuser, qu'à rire, qu'à blaguer, à avoir des amis qui venaient à la maison. Et moi, quand je suis arrivée, eh bien, j'ai été dans une atmosphère comme ça. Et je remercie mes sœurs parce qu'elles auraient pu dire à leurs amis, vous savez, Ginette a souffert, elle revient, c'est fini les réunions. On les fera dans un café, on les fera chez une de vous, chez nous. Ben, pas du tout. Elles ont continué comme si je n'étais pas là. Et ça fait que peut-être que les 8 premiers jours, ça n'a pas été le cas. Et je peux vous garantir que 15 jours après, malgré que j'avais plus de cheveux, malgré que j'avais pas encore grossi beaucoup, eh bien, Ginette riait avec ses sœurs. Et un mois après, c'était au mois d'août, on avait été en vacances au bord de la mer, eh bien, habituellement, je mettais toujours un turban pour cacher mes cheveux rasés. Et là, étant au bord de la mer, je pensais que de mettre les cheveux dans l'eau salée, ça lui ferait repousser plus vite. Donc, j'avais pas du tout de rien sur la tête, que mes cheveux commençaient à repousser. Et en short, j'avais vraiment l'air d'un garçon. Voilà. Et je m'amusais avec ce genre de réflexion. On est pour un garçon. Quelle leçon de vie auriez-vous envie de partager auprès des générations futures? Leçon de vie, non, on ne peut pas donner de leçon de vie. C'est ici que j'ai une leçon de vie. Ici, où je vois des gens de toutes les qui souffrent tous c'est ici, tu ne peux pas dire j'ai pas de chance, je ne peux pas marcher. Mais si tu as de la chance, parce que tu peux bouger tes mains, tu peux bouger tes bras, tu peux parler, tu peux regarder. Mais si tu as de la chance, alors que moi, c'est ici que j'ai une leçon. Tandis que moi, quand je suis rentrée, oui, j'ai eu de la chance et j'ai pas pensé à. Non, je mentirais en disant que je pensais à mes copines qui n'avaient pas ma chance. Non, non. J'étais heureuse, moi, d'avoir retrouvé ma famille et je ne pensais pas du tout à celles qui n'avaient pas ma chance. Pourquoi devenir ambassadrice après la mort de votre mari et non avant? Comment? Pourquoi être devenue ambassadrice après la mort de votre mari et non avant? Pourquoi avez-vous
Pourquoi vous avez parlé de votre expérience, en fait, si tardivement, hein, après les années Parce que 2000? je travaillais, donc je ne pensais pas du tout. Non, je pensais, si, on n'oublie jamais, jamais des choses comme ça. Et bon, j'avais mon travail et il n'y avait que mon travail qui comptait. Et puis, quand on s'est retrouvés à la retraite avec mon mari, eh ben, on avait un couple d'amis qui avaient exactement le même genre de caractère que nous, qui faisaient les marchés aussi, qui avaient à peu près la même situation que nous. Eh bien, on s'est permis ensemble de faire des voyages très intéressants. Et puis après, mon mari est mort. Du coup, les amis sont morts aussi presque en même temps que mon mari. Et un jour, je me promène à Parmentier, et c'est là que le siège de mon association, il était ouvert, c'était un jeudi, et bien, je me suis, même pas, je crois que c'est instinctivement, je suis rentrée, il y avait quelques femmes autour d'un bateau, elles n'ont même pas levé la tête, par contre, les organisatrices de ce petit jeudi, eh bien, elles m'ont accueilli tellement gentiment, reviens quand tu veux et tout, et ben, du coup, régulièrement je venais, et le président de l'association, c'est l'UDA, à l'Union des déportés de Juifs, le président, je me rappelle plus son nom, eh bien, me voyant régulièrement, m'a demandé un jour de remplacer une qui était malade. Naturellement, j'ai dit non. Moi, non, je peux retourner là-bas, c'est pas la peine. Je ferme les yeux et j'y suis. J'ai pas besoin d'aller sur place pour remarcher. J'en dis non. Ah, alors il a eu un mot, je peux pas t'obliger. C'est vrai que ça m'aurait rendu service, mais je ne peux pas t'obliger. Alors quand il m'a dit ça m'aurait rendu service, eh bien, j'ai accepté. Mais ça faisait presque 50 ans, si c'est pas plus. J'avais pas mis les pieds dans Pierre-Fédot. Et quand je suis arrivé à Pierre-Fédot, je croyais revoir ce que j'avais vécu. La saleté, mais non, tout est propre, tout est net, tout ce qui était cassé a été remplacé. C'est plus le camp de Pierre-Fédot, c'est un décor. Moi, je dis, quand j'emmène des personnes avec moi dans le camp, ne regardez pas autour de vous, écoutez-moi et ressentez. Tout ce que vous voyez, c'est faux, c'est un décor. Mais non, il n'y avait pas toutes ces pelouses comme ça. Mais non, il n'y avait pas des fenêtres avec des rideaux. Mais non, mais non. Et puis, il n'y avait pas des allées vides qui vont jusqu'au bout du corps. Non, c'était plein de personnes qui creusaient, qui transportaient, qui couraient. Et vous aviez des personnes qui étaient battues. Tout ça, on parle bien de tout ça. Moi, Oui, vas-y, Colline. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Eh bien, d'après toi. Non, moi, j'ai la très grande chance d'être arrivée ici. C'est un lieu extraordinaire. J'étais pas malade. Si, j'ai une espèce de bactérie, et c'est pas une maladie. J'ai la chance de ne pas avoir les organes atteints. Quand je suis rentrée, j'avais le foie malade, j'avais les intestins malades, les jambes malades. Quand je suis rentrée, c'était Madame Taman. De partout. Mes bras, c'était des poignets. Comment voulez-vous que je bouge avec J'étais 26 kilos. Je fais 1 mètre. Maintenant, j'ai rétréci au lavage. Je faisais 1m55, 1m56. Eh bien, 26 kilos. Voilà pourquoi. Eh bien, je peux dire que c'est vraiment très, très, très maigre. C'est un squelette. Eh bien, ce squelette, il a travaillé quand même. Et quand il est rentré, il était temps. Il était temps que je rentre. Je crois que j'étais au bout du rouleau. Et j'ai été très bien soignée
par un médecin qui m'a bien suivi. Et puis, psychologiquement, il devait être un petit peu psychiatre, en même temps physiquement. Et quand au bout d'un moment, c'était mes sœurs qui payaient. Et à l'époque, les commerçants n'avaient pas de sécurité sociale. Et je ne savais pas que les déportés avaient le droit aux soins gratuits. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ça y est, moi, je m'arrête parce que j'avais toutes les sœurs qui travaillaient. Et moi, ça coûtait cher. Donc, alors, c'est fini, docteur, il y a tout ça. Alors, il m'a dit surtout, il n'a pas travaillé dans les bureaux. C'était ça mon métier. J'avais fait pour être secrétaire. Il n'a pas travaillé dans les bureaux. Va travailler comme vendeuse. Tu seras obligé de parler. Tu seras obligé de faire des sourires. Moi, je te pensais ça. Donc, je reviens avec cette réponse. J'ai ma sœur qui a repris, qui a 2 ans de plus que moi, qui a repris les places de marché qu'avaient mes sœurs aînées, qui étaient restées à Lyon. Eh bien, ah bon, il faut que tu sois vendeuse. Eh bien, tu vas prendre ma place. Et moi, je repars à Lyon. Elle ne se sacrifiait pas. À Lyon, elle avait laissé son amoureux et il fallait bien quelqu'un qui reste avec maman. Et maman, elle avait voulu récupérer son appartement. Donc, c'était Jacqueline, ma sœur de 2 ans plus que moi, qui était avec elle. Voilà. Et comme ça, je serai. J'ai toutes les chances, moi. Je n'ai pas eu à dire qu'est-ce que je vais faire. Voilà, la place était là. Et je peux vous dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à faire le marché à Auvergne-et j'ai fait ça pendant 40 ans. Alors, quand on me demande ce que je faisais, je dis toujours en Lyon, je faisais le trottoir à Auvergne. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Tout le temps. Est-ce que vous êtes satisfaite de la vie que vous avez? Comment? Est-ce que vous êtes satisfaite de la vie que vous avez? Exactement. Et je souhaite à tous d'avoir la vie que j'ai eu la chance. J'ai jamais demandé la lune. Alors donc, il faut savoir se contenter de ce que l'on a et tu seras heureuse. Et il ne faut pas trop. Quelque part, on dit que pour avancer dans la vie, il faut voir au-dessus. Je ne sais pas si c'est tellement vrai. Quelles sont vos impressions face au monde actuel? Oh, ça, c'est une question qui m'est très, très difficile à répondre. D'abord parce qu'ici, je suis là depuis 6 mois, 7 mois. J'ai été malade pendant 2 mois. Ça fait presque 1 an que je suis en dehors de la vie. C'est sûr, on me raconte des choses qui ne me font pas du tout plaisir. Et étant donné que je ne crois que ce que je vois, alors naturellement, quand je vois la télé, celui-ci, ça me fait un peu peur. Mais ce que je pense, c'est que maintenant, il y a la télé, il y a tout ça, on sait tout. Et d'un petit truc comme ça, on en fait un grand scoop comme ça. Je parle que je dis à mes amis juifs que je connais, attention, ils veulent nous faire peur. Eh bien, soyons plus intelligents qu'eux. N'ayons pas peur. On est là, on est juif, d'accord, mais on a le droit d'être là, on est comme tout le monde. Alors, laissons-les parler, laissons-les baver, et n'ayons pas peur. Vas-y. Vas-y. Quand est-ce que vous avez su comment était mort votre frère et quand vous avez su comment étaient morts votre frère et votre père? Je suis sourde, j'ai du mal à comprendre ce qu'on dit. Il demande comment, vous m'entendez? Oui, c'est vrai. Comment vous avez su que vos proches, votre frère, votre père, étaient décédés? Comment vous l'avez su? C'est en partant, quand vous les avez vus partir? C'est après? C'est quand pour moi, mon père,
mon frère était avec moi. Les autres, je savais rien. Hein. Les autres, je l'ai su que si tu m'avais quitté, tu aurais entendu ce que j'ai dit. À Lyon, une dame passait et m'a dit ta famille n'a pas été déportée, ta famille a retrouvé l'appartement. Voilà. Mais exactement ce qu'ils ont eu, je ne l'ai jamais su exactement parce que on pose des questions dans une conversation et les réponses ne viennent pas tout de suite et après la conversation a dévié sur autre chose. Ça fait que malheureusement, je n'ai plus personne pour questionner vraiment ce qui s'est passé exactement. Comment Ce que je sais, c'est qu'elles ont été aidées quand les gens, une personne qui a vu quand on était arrêté est venue prévenir mes sœurs qui étaient sur les remparts et les a emmenées se cacher dans une maison, dans une chambre qu'elle avait. Je sais que le matin, elle est venue les rechercher et elle avait conduit maman et mes autres sœurs qui revenaient de Marseille avaient été prévenues aussi qu'il ne fallait pas qu'elles rentrent chez nous. Et elles avaient été dans un petit village à côté d'Avignon, je me rappelle du Chamet. Il y avait beaucoup de résistants et elles sont restées là quelque temps et après elles sont parties. Comment réagissez-vous envers les personnes qui minimisent ou nient la Shoah? Comment réagissez-vous envers les personnes qui minimisent ou nient la Shoah? Si j'avais quelqu'un devant moi qui dise que ça n'a pas existé, je crois que non, je la frapperai pas. Mais peut-être qu'elle ne sait pas. Peut-être qu'elle ne sait pas. Vous avez des personnes qui ont vécu dans des campagnes, qui n'ont pas eu autour d'eux ni des résistants, ni un juif dans le secteur, ni rien, ni un enfant elles n'ont jamais entendu parler de ça. Ça a existé. Moi, je suis tombée sur une femme comme ça. Et il n'y avait pas la télévision. C'est ça que vous ne voulez pas vous rendre compte. À l'époque de la guerre, il n'y avait pas la télévision. Maintenant, la télévision, vous savez tout de suite, quelque chose s'est passé, immédiatement, vous savez. Et quand, à mon époque, c'était pas pareil. Donc, moi, je suis tombée sur une femme, elle avait bien, c'était dans un centre de vacances, on était tous que des personnes âgées, elle voit mon numéro, elle s'étonne que ce que j'ai, non, pour pas que tu as ça, elle s'imagine que c'est moi qui me suis amusée à me tatouer. Et je lui dis, mais t'étais pas au courant de quoi tu veux parler? Et je dis, et tu n'as jamais été au courant qu'il y avait eu des résistants oh ben non, j'étais dans une campagne, moi j'étais jeune, on s'occupait pas de ça, on s'occupait de vaches, de cochons, on n'avait pas le temps d'écouter la radio. Voilà. Il y a des personnes qui n'étaient pas au courant. Et maintenant, encore maintenant, il y a des personnes vous, par exemple, vous allez rentrer chez vous, vous allez raconter à vos parents ce que vous avez entendu. Vos parents peut-être connaissaient, en tout cas, s'ils ne connaissaient pas, ils vont l'apprendre. Vous allez peut-être parler, d'ailleurs, ça serait pas mal, hein, que vous parliez à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents. Oh, c'est sûr, ils ne connaissent pas le rock, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent même pas le nom des chanteurs maintenant. Vous vous rendez compte? Leur parler. Mais non, ils ne savent rien. Eh bien, interrogez-les. D'abord, ils seront contents de vous intéresser à eux. Et en même temps, ils vous raconteront plein de choses, plein de choses. Moi-même, je vous dis ça, mais moi aussi, je regrette de ne pas avoir interrogé ma mère. Moi aussi, j'ai dit, oh non, maman, elle ne sait pas. Et non, maman, elle n'est pas au courant. En plus, ma mère était illettrée. On ne l'avait pas envoyée à l'école. Tout de suite, on l'a fait travailler. Eh bien, toute une petite fille qui a 8 ans, 9 ans, qui sait lire
et sa mère qui ne sait pas lire. Oh ben non, alors maman, elle est peut-être bonne ménagère, mais quand même, elle ne sait même pas lire. Ben, vous vous sentez presque supérieur à votre mère. Maintenant, je réalise, mais qu'est-ce qu'elle était intelligente, qu'est-ce qu'elle, sans savoir lire ni écrire, elle faisait plein de choses. Parce que naturellement, quand on ne sait pas lire ni écrire, on s'intéresse encore plus à remarquer les choses. Bien, merci. On va, enfin, vous allez conclure dans ces cas-là. Voilà. Merci Juliette. Eh ben, merci à vous, hein, parce que pendant que je parle, je revois tout ça et ça devrait me faire du mal. Eh ben non. Ouais, ça, je voulais savoir. On voulait savoir, ce n'est pas trop traumatisant d'en parler? Non, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça devrait me faire du mal. Eh ben non, au contraire. Parce qu'en même temps, je revois tous ceux qui étaient avec moi. Je revois leur présence. Je ne dis pas que je sens le souffle, mais je revis cette période et ça devrait être tragique et bien. C'est ça, c'est moi. C'est pas moi que j'ai. Justement, ce qui peut être intéressant, peut-être pour finir, ce qui peut être intéressant par rapport à ça, vous avez là cette jeune, quel message vous aimeriez leur faire passer à eux qui vont toute la vie encore devant eux? Quel message vous souhaiteriez leur faire passer à ces jeunes? Ouais. Le message, la tolérance. La tolérance. Acceptez l'autre. Il n'est pas comme vous. Il n'a pas la même couleur de peau. Il n'a pas la même religion. Il ne fait pas les mêmes choses que vous. Il ne fait rien. Il a lui aussi le droit de Dieu. Vous dites Noël. À Noël, on gâte les enfants. Chez les Juifs, on dit Hanouka. C'est pas le 25 décembre. Le jour, je ne connais pas non plus, mais nous aussi, on gâte les enfants. Et chez les musulmans, c'est un autre nom, et ils gâtent aussi leurs enfants. Donc, on fait les mêmes choses, c'est pas les mêmes jours, mais il faut s'accepter. Eh bien, on a tous le droit de vivre. Attention, il ne faut pas non plus dépasser les limites. Moi, voilà, j'étais jeune, on vivait normalement dans un quartier où il y avait beaucoup de juifs. Ça se passait très très bien. Il y avait des catholiques, il y avait des juifs. On jouait dans un petit passage, tout le monde jouait, les femmes se papotaient ensemble, se donnaient des recettes de cuisine. Ça se passait très bien. Mais il n'y avait pas la politique. C'était là pour pousser les gens à se détester. Merci. Merci beaucoup pour cette, je dirais, cette. Nous, on a pris une vraie leçon de vie. Je ne sais pas si vous, d'ailleurs, vous l'avez ressenti, une vraie leçon de vie. Et moi aussi, pour moi, c'est une leçon. Et je retiendrai un mot, vous avez eu toute votre vie de la chance. Oui. Je pense que ça va faire méditer des personnes quand on est toujours en train de se plaindre pour un oui ou pour un non. Le terme n'était pas le bon, mais je pense que. C'est pour ça que je dis ici. C'est une leçon de vie. Oui. Et si on veut voir la vie comme elle est, eh bien, c'est aussi une leçon de vie. On sait que vous avez des enfants qui meurent de faim, vous avez, alors que nos enfants, ah non, j'en veux pas, ah non, j'aime pas ça. Et voilà, mais moi j'étais aussi parmi ces enfants qui disaient j'aime pas ça. Mais on n'est pas des saints, il faut aussi reconnaître ça. Merci beaucoup. On est des humains. Merci les enfants, merci les jeunes, merci à tout le monde. J'espère que les questions, vous avez eu des réponses. Oh oui. Oh oui. Et alors, vous avez qu'à acheter mon livre. Et bien, c'est fait, c'est fait.